Nous sommes en direct avec Maître Achille Kapanga, ancien maire de la ville de Beni, que nous avons toujours le plaisir de recevoir sur ce plateau, même si c'est souvent que pour parler des sujets tristes. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, nous sommes très contents d'être là. Nous saluons tous ceux qui suivent Télé 50 et nous vous remercions pour cette invitation. Eh bien, 48 heures plus tard, l'euphorie est descendue. D'abord, la semaine a été un peu tumultueuse. On attendait mardi des négociations directes entre le gouvernement de Kinshasa et les rebelles de la coalition AFC M23. Un événement qui n'a plus finalement eu lieu et qui a été remplacé brusquement, vraiment à la surprise générale, je disais tout à l'heure, même l'Angola ne savait pas, par un tête-à-tête Tshisekedi Kagame. On a cru un temps que ce que les trois communiqués avaient écrit, à savoir un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, aurait marché. Mais 48 heures plus tard, les rebelles continuent d'avancer, maître. Bon, au fait, moi je pense que cette question préoccupe. Et il faut maintenant qu'on se pose encore plusieurs autres questions. Si on peut dire que la RDC est malade et qu'elle est soumise aux soins médicaux, mais on se dit finalement, de quelle maladie elle souffre pour qu'elle soit objet de traitement de plusieurs médecins à la fois. Tantôt vous êtes en Angola, tantôt vous êtes à Kampala, tantôt on vous apprend aux États-Unis, tantôt chez Macron en France, tantôt voilà, vous êtes au Qatar. Finalement, on vous dit, ces malades souffrent de quoi? Pourquoi autant de médecins, apparemment, qui ne savent même pas se concerter pour soigner leurs malades? Donc chaque médecin a son traitement à lui. On ne sait pas, il y a quoi? Quel est le problème de la RDC pour qu'elle soit soumise à autant de traitements par différents médecins qui ne savent même pas se concerter? Le problème de la RDC, c'est la guerre et la guérison, c'est la paix que tout le monde est en train de chercher. Mais la maladie a toujours une cause. Voilà pourquoi on a toujours diagnostiqué. Est-ce que nous avons déjà réussi à diagnostiquer la maladie dont souffre la RDC? C'est ça la grande question. De quoi vraiment souffre notre pays pour qu'elle soit l'objet de chantage, de trafic d'influence? Pourquoi? C'est ça la question qu'il faut se poser. Nous souffrons exactement de quoi? Est-ce qu'on n'a pas vraiment des médecins au Congo qui peuvent soigner notre pays? On en manque vraiment. Pour qu'on puisse aller peut-être au Qatar, on puisse aller aux États-Unis, partout, on fait le tour du monde pour soigner les malades. Mais il faut d'abord diagnostiquer la maladie. Tantôt on dit c'est la guerre, tantôt c'est les minéraux, tantôt c'est le conflit politique. Mais il y a quoi exactement? Donc jusque-là, on n'a jamais su identifier la maladie dont souffre la RDC pour qu'on puisse avoir une thérapeutique appropriée, qu'on puisse soigner la malade. Moi, des fois, je me pose des questions, je me dis, apparemment, on ne réfléchit plus comme un citoyen normal, puisqu'on ne doit que s'appuyer sur ce qui est à l'extérieur. Il y a quoi exactement pour que chaque fois qu'on parle de la RDC, c'est toujours négatif, c'est toujours des surprises, comme vous l'avez dit. On est attendu en Angola, du coup, on est surpris que non, voilà ce qui se passe. Et le lendemain, vous apprenez que non, c'est Walikale qui est entre les mains des belligérants. Mais on joue à quoi? Voilà pourquoi moi je pense que aussi longtemps que nous continuerons à faire de la politique de la RDC, le pouvoir pour le pouvoir, on ne fera rien. Parce qu'on ne sait pas voir l'intérêt du peuple. On ne sait pas voir comment le peuple souffre. Mais on dit comment je dois maintenir au pouvoir, comment je dois rentrer au pouvoir. Chacun joue seulement sa carte. Mais vous jouez vos cartes. Mais la faute pour le rendez-vous de Luanda que vous êtes en train d'évoquer, c'est pas Kinshasa, parce que Kinshasa a envoyé ses délégués. C'est plutôt le côté rebelle de la coalition qui a boycotté en dernière minute. Moi, je pense que ceux qui ont déjà diagnostiqué la maladie de la RDC ne sont pas au Congo. Ce sont ceux qui dirigent le monde. Il n'y a pas longtemps, notre chef de l'État a reçu la voix spéciale de Donald Trump. Ils ont échangé avec lui. Qu'est-ce qui a été dit exactement? Et le lendemain, c'est au Qatar. Entre-temps, au niveau de l'Angola, les gens sont surpris. Alors, comme je disais que, apparemment, les Africains n'ont pas confiance entre eux. C'est parmi les maladies. Parce que la maladie qui est au Congo, elle n'est pas seulement en RDC, elle est partout en Afrique. Pourquoi je dis ça? Vous avez été d'accord avec moi quand vous avez vu beaucoup de troupes africaines venir, EAC, SADC et consorts. Ça n'a été que des théâtres. Donc, les Africains n'ont pas confiance en eux. Ça, c'est la première question. C'est la première observation plutôt. Alors, quand vous n'avez pas confiance en vous, vous ferez quoi? Vous ne ferez que recourir aux autres. Voilà pourquoi l'Union africaine, l'unité africaine qu'on a toujours vantée, pour moi, ce sont des théories inutiles. Donc, si Angola a échoué, c'est parce que ceux qui gèrent cette question sont ailleurs. Ce sont eux qui dictent les lignes. Faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Et c'est là où il y a le danger. Donc, les Congolais
les médecins qui doivent soigner les malades échappent à leur contrôle. Il est maintenant soigné par d'autres. Malheureusement, les mêmes malades-là, quand on lui soumet traitement peut-être traditionnel, on a des spécialistes qui arrivent, mais malheureusement, comme je l'ai dit, ces médecins ne se concertent jamais. Or, moi je connais, pour qu'on puisse soigner un malade, il y a quand même une réunion de médecins, ils se réunissent autour de leurs malades pour que chacun donne son point de vue, comment on va soigner les malades. Mais aujourd'hui maintenant, on sera où? En Angola, on n'y est pas. Est-ce qu'on va y revenir après le Qatar? Et si on y revient, on y reviendra avec quelle casquette ou sous quelle forme de discussion? Après avoir raté tout ce qu'on a pu rater, on va y revenir en Angola avec quelle casquette, avec quelle forme? Ou bien sous quel format? C'est la question qu'il faut se poser. Alors, voilà pourquoi moi je me suis toujours dit que, apparemment, les politiciens congolais, nous devons encore rentrer très loin pour comprendre que nous sommes des peuples de ce pays, nous sommes des peuples du peuple congolais. Parce que nous ne maîtrisons rien de notre pays. Rien du tout. Parce que quand vous pouvez demander à un élu ou bien un ministre, est-ce que vous savez que le président est parti au Qatar? Moi-même, je ne sais pas. Un membre du gouvernement qui dirige l'RDC ne connaît pas comme quoi son président de la République, pour parler de son pays, de son gouvernement, s'est déplacé. Un élu du peuple qui est censé représenter la population, vous lui posez la question, qui a su que le chef de l'État a pu voyager, il n'en sait rien. Alors, nous sommes dans quelle sorte de gestion de la chose publique? Selon vous, parce que vous dites que d'autres personnes ont déjà eu à diagnostiquer, vous êtes quand même un spécialiste parce que vous suivez la situation de près, vous avez été maire d'une ville meurtrie comme Beni, symbole, on va dire, de la souffrance de cette population dans l'est du pays, que ce soit ADF, que ce soit M23, en tout cas, tous les groupes armés possibles sont passés de ce côté-là. Selon vous, de quoi souffre exactement la République démocratique du Congo? Quel diagnostic a été fait et quels médicaments lui donner pour trouver la guérison? La RDC souffre d'une maladie que je peux appeler manque de patriotisme, manque de volonté politique. Donc nous faisons le pouvoir, la politique du pouvoir pour le pouvoir. Que je sois là, que je gère, le reste n'est pas mon problème. Pourquoi je dis ça? Depuis donc, que... intérêt personnel. C'est ce qui tue ce pays. Donc, chacun voit ce qu'il va gagner. On ne voit même pas ce que le peuple, ce dont le peuple a besoin. Non. Les exemples. Je commence par un exemple simple. Nous avons commencé par la Ghana. On a toute une armée. Quand je prends la RDC, je vois la carte de la RDC, je vois la Ghana, c'est tout un petit point là. Un point. Mais on n'a pas su contenir ce truc-là. Voilà, ça a commencé à grandir et là où ça nous amène aujourd'hui. Si vraiment il y avait la volonté politique, comme le chef de l'État dit, il sortait des moyens. Qu'est-ce qui empêchait qu'on puisse mettre fin à ça? Certaines voix parlaient de dialogue, mais on les écoutait d'une mauvaise oreille. Quand les gens proposaient qu'on puisse dialoguer, ils étaient des ennemis. Quand vous voulez gérer un pays et que vous êtes tous de l'union sacrée, de la majorité, mais vous ne parvenez pas à vous accorder sur des questions importantes du pays. C'est déjà ça le premier problème. Parce que chacun veut voir que celui qui est acteur, celui qui fait mieux, celui qui veut plaire au chef de l'État, mais celui qui va tirer profit d'une telle opération, ça devient une question de conflit d'intérêt personnel et tout est parti comme ça. Donc nous devons d'abord quitter cette politique-là d'intérêt personnel et d'avoir une vision et la volonté. Parce que la RDC, on a vu ce qui s'est passé à Goma, ce qui s'est passé à Bukavu. Est-ce que les militaires peuvent abandonner tout un arsenal militaire comme ça à Goma, à Bukavu? On ne sait même pas tirer même un coup de balle. L'ennemi marche comme s'il entrait dans une église. Où est l'armée? Pourquoi tout cela arrive? Quelles font les autorités du pays? Quelles sont les dispositions pratiques et concrètes qu'on prenne pour qu'on dise non, on va mettre fin à ceci? Aujourd'hui, on apprend que c'est Walikale qui est parti. Après Walikale, ce sera où? Entre-temps, nous, on fait quoi? Voilà pourquoi je dis la première maladie, c'est d'abord ça. Manque de bonne volonté. Égoïsme, intérêt personnel. Égoïsme et l'intérêt personnel. La deuxième maladie maintenant, c'est le non-respect des textes légaux. La RDC a un arsenal judiciaire, donc on a tous les textes réglementaires de ce pays. Malheureusement, les textes sont appliqués quand ils font satisfaire l'intérêt d'une autorité ou bien d'un pouvoir. C'est ça aussi parmi les mots. Donc, il y a des gens qui sont au-dessus de la loi. Alors, quand vous voulez amener une logique qui peut aider le pays, on vous prend pour un moraliste, quelqu'un qui veut amener un truc là que les gens ne vont pas bien concevoir. Donc, la deuxième maladie pour moi, c'est ça. Donc, le non-respect de nos textes légaux et réglementaires. Et ça se voit même quand on fait le budget du pays. Quand on fait le budget du pays.
Ah, si ça a des dépassements, présidence, Donc, dépassements, vous gouvernement. posez la question, ça va. Tel, on dit qu'il est peut-être député, il est ceci, il est cela. Il est congolais comme moi, comme vous. Mais quand il a un salaire, donc pour que moi j'ai ce salaire-là, il faut qu'il travaille pendant 30 ans. Est-ce que je suis encore congolais comme celui-là? Le budget, c'est la répartition de la richesse. C'est là où tout le monde se retrouve. Mais quand vous voulez vous retrouver déjà avec 90%, vous laissez 10% aux autres. Vous pensez que le pays va marcher comment? Or, le budget, c'est la loi financière, c'est la loi des finances. Est-ce que là aussi, on sait tenir compte de ça quand on fait la répartition? Nous devons aussi revenir là-bas. Et de trois maintenant, c'est la question liée à trois aspects très importants. Là, je parle, nous avons des politiciens, nous avons des politologues, nous avons aussi des populistes. Notre politique doit distinguer ces trois catégories de personnes. On a des politiciens. Ils sont là, ils ont des charismes, ils ont peut-être un peu de dignité, un peu de leadership, mais ils ne sont pas écoutés. Quand ils amènent une idée constructive, ils ne sont pas écoutés. Nous avons des politologues. Ce sont des gens qui ont appris des grandes théories politiques. Ils vous parlent matin, midi, au soir à la télévision, vous dites en tout cas celui-ci, c'est lui qui viendra sauver le Congo demain. Mais quand vous le mettez en action, c'est le jour et la nuit. Des trois, nous avons maintenant les populistes. Quelqu'un va se réveiller, puisqu'il dit faisons la ville morte, tout le monde derrière cette personne-là. Il y a dans le la ville morte. Bon, comme quelqu'un dit qu'on fasse la ville morte, il devait aussi être grand acteur politique, on est derrière lui. Mais quand vous le mettez devant les réalités politiques, c'était fainéant. Nous devons savoir se distinguer ces trois catégories de politiques, de gens dans notre pays. Et malheureusement, ce sont ces populistes-là qui ont donné des hautes fonctions. Et de la crédibilité. Et de la crédibilité. Et quand vous leur demandez, pratiquement, s'ils maîtrisent la question, ils ne maîtrisent rien. Donc, c'est ça aussi parmi les mots que l'on ces pays. Les vrais politiciens, les gens qui savent concevoir, qui savent analyser, qui ont vraiment ce charisme-là, on les écoute difficilement. Mais les populistes, ils viennent comme ils savent chanter, ils savent danser, ils savent... Ce sont les premières personnes à mettre au premier rang. Ce sont les premières personnes à gérer les grandes décisions de ces pays. Mais avec ça, on va aboutir les résultats. Voilà les maladies qui sont dans notre pays et que nous devons soigner. Aussi longtemps que nous n'allons pas réfléchir dans ce sens-là, on ne fera rien. Parce que quelqu'un qui est normal, quelqu'un qui connaît qu'un médecin, il veille matin, midi et soir. Un enseignant, il est là pour éduquer nos enfants. Un militaire, dehors, les policiers autant. Et que vous aurez peut-être 200 000 francs. Est-ce que vous allez dire vraiment que vous vivez dans ce pays? Quand vous voyez les transports, les loyers, manger, parler de ménagère et consorts, et vous acceptez que ce monsieur ait 200 000 francs, vous en êtes fiers. Vous êtes encore un patriote. Ce sont là les maladies qu'il faut soigner. Voilà pourquoi aujourd'hui, si on est dans des difficultés, c'est parce que les causes là persistent. Il n'y a rien qui ait changé. Il n'y a rien qui a changé. Parce qu'à principe, après la prise de Goma, de Bukavu, on devait sentir déjà quelque chose. On devait déjà sentir quelque chose. Que cette fois-ci, les gens y sont. Mais vous ne sentez pas quand même une mobilisation On a tout mis entre parenthèses. En ce moment, tout le monde parle que de ça. Je vous dis que Walikale ne tomberait pas. À principe. Parce qu'on devait déjà tirer des leçons de ce qui a fait que ces villes-là puissent tomber. Pourquoi Goma est tombé? Pourquoi Bukavu est tombé? Pourquoi? Toutes ces questions, on devait les mettre sur la table. Et voilà pourquoi je me dis que nos politiciens, curieusement, ne maîtrisent pas leurs questions, ne maîtrisent pas les questions de leur pays. C'est gérer à l'extérieur. Pour monter un peu la gravité, vous qui maîtrisez très bien la géographie de ce coin-là, le fait que Walikale soit tombé représente quoi très exactement pour les grandes villes à côté? En termes de distance, en termes de garantie sécuritaire, et même d'approvisionnement. Moi, je me suis me poser une question. Cette rébellion-là, qui est en train d'occuper, de conquérir des territoires comme s'ils faisaient une marche de santé, ils ont quoi de spécial que nous FARDC manquent? On a dit un armement, même la MONUSCO a dit ils sont plus armés que la MONUSCO. J'ai parlé avec un journaliste de guerre qui dit ils ont des lunettes sur leurs armes, 5 balles, c'est 5 cadavres. Et eux, leurs cadavres, on ne les retrouve pas. À chaque fois qu'un de leurs meurt, une ambulance ramasse le cadavre. Quand ils ont pris Goma, nous Soko était là, notre armement était là. Est-ce qu'on a mis ça en contribution? Quand ils ont pris Bukavu, ils ont été affrontés à quoi? En acceptant qu'ils aient ces armements-là. Mais qu'est-ce qui manque à l'RDC pour en avoir aussi? Avec tout ce que nous avons comme richesse, tout ce que nous avons comme minerais, qu'est-ce qui nous empêche d'en avoir? Les rebelles en ont, mais nous, pourquoi pas?
Voilà pourquoi je dis que nous avons quand même des techniciens d'état-major qui ont fait le tour du monde. Et savent la guerre c'est quoi. Ils ont étudié la guerre. Et savent quand l'ennemi vient comme ça, nous devons faire les tactiques. Ils ont tout appris. Et c'est à eux maintenant que nous avons, qui est notre espoir. Malheureusement, ils sont en train d'être de comparaître. Ce sont les premiers à foutre devant l'ennemi. Les procès en cours. Alors, est-ce qu'on ira toujours des procès en train de perdre les milliers, en train de perdre nos villes? Pourquoi ne pas nous comporter d'une manière conséquente et nous imposer? Si le chef de l'État dit qu'il sort des moyens, je suis toujours parti par là. Ces moyens-là vont où? Ces moyens-là font quoi? Où vont ces moyens? Que font ces moyens pour que nous puissions commencer à foutre devant l'ennemi? Il y a quoi? Est-ce que nous avons l'amour de ce pays? Est-ce que nous avons le patriotisme? Nous avons quel souci qui nous anime pour que nous puissions aider ce pays? C'est ça la grande question. Donc, je pense que même le président angolais, comme beaucoup de présidents, ont été surpris. Mais comme c'est une voie qui peut toujours amener la paix chez nous, on ne peut que l'encourager. Bon, le Qatar, là vous parlez du Qatar. Oui, le chef de l'État peut-être a compris qu'il faut rencontrer Kagame, il faut échanger avec lui, et peut-être en échangeant avec lui, il y a un lien qu'ensemble, ils puissent trouver peut-être un terrain d'attente. Malheureusement, le terrain d'attente. Kagame qui, de son côté aussi, est asphyxié avec les sanctions, parce qu'on a senti un peu plus souple qu'il y a quelques semaines. Hein? Mais j'avais dit une chose, que les sanctions ne suffisaient pas pour nous. Les sanctions pour eux ne suffisaient pas. Il faut qu'on sente que Kagame est aux abois. Et il faut un armement. Il faut l'attaquer, il faut le mettre au état de nuire. On a sanctionné, mais les sanctions, oui, elles sont là, elles ont essayé un peu de faire bouger les lignes, mais ça n'a pas empêché que Walikale tombe, ça n'a pas empêché que nous continuions à rester ce que nous enregistrons aujourd'hui. Donc pour moi, j'avais dit qu'en dehors des sanctions, c'était une occasion pour la RDC maintenant de s'organiser, d'être fort et de lutter maintenant contre ça. Parce que quand on vous donne déjà une nourriture, ou bien on vous donne un plat de sortie, il faut maintenant en profiter. Comme il y a une pression, nous aussi on fait quoi? On devait maintenant s'organiser, être fort et voir comment... Là vous êtes justement en train de donner le médicament qui peut-être va nous guérir. Effectivement. Pour terminer, énumérer en fait les pistes de sortie, l'attitude qu'on doit avoir pour en finir, et cette fois pour toute la vie. Pour en finir, il y a un problème. D'abord le problème interne. Nous, Congolais, comme je vous ai dit, on vient dans une guerre. On nous agresse, on nous attaque, c'est bon. Mais les gens qui nous attaquent disent qu'ils veulent nous libérer. Mais ils viennent nous libérer pour nous amener la paix. La paix dont ils parlent est sur un plateau de M. Kagame. C'est là où il y a le problème pour moi. Tous ceux qui prétendent venir libérer le Congo, j'ai dit, c'est votre droit comme vous voulez utiliser le terme, mais les plateaux avec lesquels vous venez, c'est un plateau qui a les venin, qui a du poison. Donc, évitons d'amener la nourriture sur un plan empoisonné aux Congolais. Entre Congolais, il faut des solutions. Ça, c'est un. De deux, comme je l'ai dit, mais nous souffrons de quoi? Pourquoi autant de docteurs à thèse, autant de, je ne sais pas, de techniciens ceci, tout le monde là, de maîtrises et consorts, toutes ces têtes-là passant en RDC, on ne sait même pas se mettre pour dire non, voilà la voie de sortie pour la question. Il faut que les gens toujours aillent chercher ailleurs. Non. Diagnostiquons ensemble les problèmes de notre pays, mettons-nous ensemble, proposer les pistes de solutions au chef de l'État. Et de trois, nos militaires, il faut qu'ils sachent que la population ne regarde pas ailleurs que eux. Donc, si nos militaires ne font pas beaucoup d'efforts pour contenir l'ennemi, le peuple sera sacrifié. Nous continuons à compter sur notre armée, nous continuons à compter sur leur bravoure, qu'ils fassent beaucoup d'efforts pour que l'ennemi ne puisse pas aller très loin, puisque les villes occupées aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe, une ville comme Goma, une ville comme Bukavu, sa banque, sa transaction financière, comment les gens vont vivre? Avec l'insécurité. Donc la loi de la jungle. C'est ça. Donc, pourquoi laisser le peuple innocemment, un peuple innocent dans pareille situation? Sauvons le peuple de cette situation-là. Le peuple est innocent. Il ne connaît pas de tout ce qui se passe. Mais l'amour du pays, le patriotisme et surtout le respect de nos textes légaux et nos engagements, c'est très important. Merci beaucoup, Maître Achille Kapanga, pour ces explications. Je rappelle que vous êtes ancien maire de la ville de Béni et donc vous comprenez, vous vivez ça dans votre chair, la douleur que la population traverse en ce moment. Merci beaucoup pour votre contribution. On va passer à notre deuxième dossier du soir qui va revenir encore sur le Qatar, mais cette fois uniquement sur un point de vue business.